Chers apprenants, bonsoir. Nous voici une fois de plus dans le cadre de notre programme des études panafricaines. Nous rappelons que c'est un programme éducatif alternatif qui forme la jeunesse africaine et qui pallie aux lacunes des systèmes éducatifs conventionnels dans nos programmes éducatifs. Et nous sommes à la leçon Histoire générale de l'Afrique et la discipline Histoire générale de l'Afrique. Et la leçon, c'est le véritable découpage de l'histoire africaine. Avant de commencer la leçon proprement dite, nous rappelons que vous pouvez faire, pour ceux qui veulent investir, vous investir dans nos sociétés. Nous avons plusieurs sociétés qui fonctionnent, qui peuvent vous permettre de fructifier vos revenus. Vous pouvez acheter nos jeux africains. Nous sommes dans le cadre de la Renaissance et nous sommes en train de concevoir tout ce qui est capable de pouvoir suppléer à la propagande des autres pour produire nous-mêmes nos propres éléments, tout ce qui est nécessaire pour nous. C'est pourquoi nous avons commencé, nous allons petit à petit. Donc, si vous voulez fructifier vos revenus, vous pouvez investir dans nos sociétés. Notre leçon aujourd'hui, comme je précisais, c'est le véritable découpage de l'histoire africaine. Et nous rappelons que c'est un programme de la Ligue associative africaine. La Ligue associative africaine est une organisation panafricaine et du parti politique camerounais, la LIMARA, la Ligue des masses pour la Renaissance africaine. Ce sont des organisations qui sont engagées dans la Renaissance africaine. Nous allons maintenant proprement dire à notre leçon le véritable découpage de l'histoire africaine. L'histoire n'est pas une étude journalière ou mensuelle des événements. On ne vient pas, on dit en 1920 il y a eu tel événement, en 1922 il y a eu tel événement. Ce n'est pas comme ça qu'on étudie l'histoire. Pour étudier l'histoire, on regroupe les événements en grande période de l'histoire. Donc, à un certain moment, on estime que de telle période à telle période correspond ces événements qu'on leur donne un nom, de telle autre à telle autre correspond ces événements qu'on leur donne tel autre nom. Donc, l'histoire est étudiée de manière globale. Et de manière, les faits sont regroupés. Et dans l'histoire, le regroupement des faits n'est pas fortuit. Le regroupement des faits repose souvent sur ce qu'on appelle les repères. Il faut des repères qui permettent de définir qu'à un certain moment, on n'est plus dans ce groupe d'événements est passé, on passe à un autre groupe d'événements avec une autre mentalité nouvelle, avec d'autres, les événements prennent un autre sens. Donc, c'est ce qu'on appelle les repères, les bornes sur lesquelles les éléments qui permettent de découper le regroupement des événements historiques. Et ce découpage n'est pas gratuit. Le découpage tient compte des objectifs qu'on veut pour le peuple. On ne découpe pas parce qu'il faut découper. On ne découpe pas par envie de découper. On découpe parce que ce découpage tient compte des objectifs qu'on veut assigner au peuple. Notre histoire n'a pas été très bien découpée. Le découpage de notre histoire est mauvais, ce qui nous a conduit aujourd'hui à proposer un nouveau découpage de l'histoire africaine. Un nouveau découpage est devenu une nécessité. Donc voilà en guise d'introduction de cette leçon. À cette leçon, nous allons voir le mauvais découpage de l'histoire africaine et nous allons maintenant voir le véritable découpage de l'histoire africaine. Nous sommes sur le mauvais découpage. Nous commençons donc en grand 1, en première partie, le mauvais découpage de l'histoire africaine. Et il y a eu plusieurs découpages de l'histoire africaine, mais le plus déterminant, le plus utilisé est le découpage de l'histoire africaine en 3 périodes. Une période précoloniale, une période coloniale et une période postcoloniale. Dans ce cadre, la colonisation est prise comme le repère du découpage de notre histoire. On découpe en fonction de la colonisation. Or, nous savons que dans l'histoire, la colonisation est un événement malheureux pour nous. C'est le moment où nous avons été faibles, c'est le moment où nous avons été vulnérables, c'est le moment où nous avons été dominés par d'autres peuples. Et aucun peuple sérieux ne peut prendre comme repère de son découpage un événement malheureux.
c'était une aberration pour nos intellectuels. C'est une véritable aberration pour nos intellectuels de prendre comme base de repère un événement malheureux. Nous ne pouvons pas comprendre cela si nous ne revenons pas à la mentalité qui avait guidé nos premiers intellectuels, qui cherchaient plutôt à se conformer aux colons, qui cherchaient plutôt à bénéficier des avantages des colons que de pouvoir proposer quelque chose d'important, d'impactant à leur population. Et cette logique, il faut le préciser, est opposée à la logique d'émergence. Un peuple ne peut pas émerger en centrant le découpage de son histoire sur un événement malheureux où ses ancêtres ont été les plus vulnérables, où ses ancêtres n'ont pas pu répondre de manière adéquate à une domination étrangère. Donc, ce découpage transmet un message de résignation au peuple. Le peuple, comprenant qu'il a été vaincu, son histoire n'a été que n'est que centrée sur le moment où il a été le plus vulnérable, se rend compte que bon, j'ai toujours été vulnérable et adopte la passivité et devient passif dans l'histoire au lieu de devenir des acteurs de l'histoire. Or, dans le cadre de la Renaissance, on n'a pas besoin d'un peuple qui est passif dans l'histoire, on a besoin d'un peuple qui est un acteur de l'histoire, un peuple qui prend en main sa destinée. C'est le peuple qu'on a besoin dans le cadre de notre Renaissance. Ce découpage en période précoloniale, coloniale et post-coloniale ignore et fait une abstraction sur le passé glorieux du peuple africain parce que le peuple africain a un passé glorieux, un passé très très glorieux. Il y a eu des grandes civilisations nègres qui ont émergé, l'Égypte pharaonique, l'Éthiopie, le Ghana, le Songhai, le Mali, toutes ces grandes civilisations, les Zimbabwe et autres, toutes ces grandes civilisations, en étudiant l'histoire africaine en 3 périodes, on occulte en quelque sorte cela, jusque quand on utilise même dans les programmes qu'on parle de l'Afrique précoloniale, on ne remonte pas à la période des grandes civilisations nègres. L'Afrique précoloniale, on voit seulement, l'Afrique précoloniale se résume en quelque sorte à l'Afrique avant la poussée impérialiste, avant la domination. Et on prend soin dans les programmes éducatifs de montrer comment les peuples s'affrontaient. On montre qu'il y avait le chaos, il y avait la traite, la vente des esclaves. C'est le message subliminal qu'on passe. Et après, on entre dans la période coloniale. On montre comment le colon a pacifié le pays, il y a une stabilité, il a construit des États modernes. Et on passe à la période postcoloniale. Et ce qu'on enseigne dans l'histoire africaine, on insiste sur les problèmes de l'Afrique post-indépendante. La logique qu'on veut passer chez les Africains, c'est que avant nous, vous étiez dans le chaos, nous on est venu instituer la paix, et quand nous on est parti, vous êtes retombés dans le chaos. L'histoire n'est pas fortuite, et chaque événement qu'on met dans les programmes et la manière dont on l'analyse vise à faire passer un message spécial à un peuple. Nous sommes encore dans le cadre de la domination. Nos dominateurs, en faisant cela, veulent passer un message subliminal que sans eux, nous n'avons été rien et qu'ils sont venus nous aider. D'ailleurs, beaucoup de gens, il y a certains Africains stupides, ayant le courage de le dire, qui vantent la colonisation. Ils estiment que la colonisation apporte. Quelqu'un vient chez vous, vous dominer et assassine vos frères, mais vous trouvez quand même des moyens de dire qu'il a bien fait pour vous. Non, il n'y a même pas de. La domination n'est pas inventée, mais c'est parce que on a orienté l'histoire d'une certaine manière. Il arrive donc que certains Africains eux-mêmes vantent la domination. Ce n'est pas fortuit, c'est mental. Et quand ces Africains parlent, c'est le colon qui parle en eux, c'est pas eux qui parlent. C'est pour cela que nous sommes en train de proposer notre système éducatif qui va maintenant permettre aux Africains de parler d'eux-mêmes, que quand ils parlent, c'est après analyse, pas que quand ils parlent, ils sont en train de répéter ce que le colon a voulu qu'ils disent. Donc, c'est le colon qui parle en eux. Ce que Frantz Fanon avait appelé peau noire, masque blanc. Ils ont la peau noire comme nous, mais ce sont des blancs tout faits. Ils raisonnent comme des blancs, ils ont la mentalité des blancs, ils sont des blancs dans leur peau. Et c'est malheureusement ce que les systèmes éducatifs conventionnels ont forgé en l'Africain, et que ce système éducatif vise vraiment véritablement à briser cette manière
de voir les choses, cette manière de penser. Et donc voilà ce que nous étudions en grand terme. Nous voyons que ce découpage est mauvais. Nous avons juste pris un découpage. Sinon, presque tous les découpages faits sur l'histoire africaine se suivent presque la même réalité. Et d'ailleurs, le découpage en période précoloniale, coloniale et postcoloniale est le découpage le plus en vue, le plus utilisé dans les programmes éducatifs. Dans le cadre de la Renaissance, un peuple qui veut renaître ne pouvait pas, ne pouvait pas ne peut pas se conformer à ce découpage. Donc, nous voyons maintenant en grand les raisons de ce découpage. Pourquoi à un certain moment, nos intellectuels qui ont fait plus de 20 ans à l'école sont arrivés à faire un tel découpage? Il y a deux éléments qui justifient cela. Le premier élément, c'est que ce système de découpage repose sur la paresse et la trahison. Donc, je voulais dire le premier élément, c'est la paresse, le deuxième, c'est la trahison. Nous ne comprendrons jamais l'histoire de l'Afrique, jamais, sans revenir à une situation délicate où sont plongés les intellectuels et les dirigeants africains. Les dirigeants africains ont un choix. Soit ils choisissent de servir leur peuple, soit ils choisissent de servir l'impérialisme européen et occidental globalement, puisque les États-Unis sont pas en marche, les États-Unis sont en train d'arriver. Voilà le choix qui se pose aux intellectuels et aux dirigeants. Ce choix, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de troisième possibilité, il n'y a pas de blanc-noir, il n'y a pas de mouillé sec, où on est mouillé, où on est sec. Et généralement, ceux qui servent l'impérialisme de l'étranger ont des bourses, on finance leur recherche, on leur fait avancer dans la hiérarchie universitaire, ils deviennent rapidement des professeurs, même s'ils sont vides, il faut le dire, parce qu'on a beaucoup de professeurs vides, que nos professeurs de rang magistraux m'excusent, mais on est dans le cadre de la Renaissance africaine et il faut qu'on se dise des vérités si on veut avancer. Beaucoup de personnes sont arrivées au rang de professeurs, pas parce qu'ils avaient réellement mérité ce titre, mais à cause de leur soumission à l'impérialisme occidental. Ils ont écrit des livres qui n'avaient aucune valeur, mais qu'on s'est servi de ça pour pouvoir les élever au grade de professeur. Je recentre le cours, je sortais juste pour revenir. Les intellectuels africains, à la veille, au lendemain des indépendances, ont eu ce choix. Soit ils devaient servir leur peuple, ou bien servir leur peuple, ou bien servir les néocolons, parce qu'ils n'étaient pas partis. Les indépendances ont été juste une façade. Ils étaient toujours là. Donc, voilà le choix qui se présentait à eux. Beaucoup d'intellectuels, je dirais presque tous les intellectuels, et jusqu'à présent ça continue, c'est pas pour rien que l'Afrique reste sous-développée actuellement. Tous les intellectuels ont basculé sur servir l'ancien colon. En servant l'ancien colon, on pouvait facilement faire des voyages en Europe, faire des voyages en France, les études étaient financées, on peut facilement avoir des financements et autres. Or, quand on décidait d'aller contre la logique en place, contre la logique imposée par la colonisation, on n'avait aucun financement. On ne pouvait, dans la hiérarchie sociale, dans la hiérarchie universitaire, on était bloqué. On avait beau produire des grands ouvrages, diriger des mémoires, diriger des thèses, mais quand il s'agissait de changer de grade, on était bloqué. Beaucoup d'universitaires le savent, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. La plupart des changements de grade ne sont pas liés à la soumission, soit au régime, soit à l'ordre néocolonial. Donc, confronté à ces réalités et au fait que les États néocoloniaux, on l'a déjà dit, s'étaient soumis presque tous aux colons, alors ceux qui s'opposaient, ceux qui voulaient réellement écrire l'histoire alternative et avaient du pain sur la planche parce qu'ils avaient en face d'eux non seulement les anciens colons, on est plus dans les États, les anciennes colonies françaises parce que
les anciennes colonies anglaises ont eu plus de marge de liberté, c'est pourquoi ils ont beaucoup plus produit, ils sont plus en avance. Mais la France a été vraiment une censure. La France a été l'une des censures les plus... D'ailleurs, Aimé Césaire a dit, le malheur de l'Afrique a été de rencontrer la France sur son chemin. Celui qui rencontre la France sur son chemin, on ne souhaiterait pas ça à quelqu'un. Donc, la France a agi comme une véritable censure. Il n'a laissé aucune marge de manœuvre. Beaucoup d'intellectuels africains ont donc basculé dans le camp de la trahison et très peu ont réellement travaillé pour leur peuple. C'est pourquoi nos historiens, nos intellectuels historiens ont défini notre histoire en 3 périodes pour pouvoir contenter le colon, précolonial, colonial et post-colonial. Et beaucoup aussi, il faut aussi en deuxième partie voir la paresse. Beaucoup d'intellectuels ont été des paresseux. Et non, beaucoup ont eu leur privilège, leur intellectualisme des compromissions. Donc, depuis qu'ils ont eu leur baccalauréat où il ne fallait pas compromettre, depuis l'université, ils ont commencé à se compromettre pour avancer, se compromettre pour avancer. Donc, sont des intellectuels par compromission. Donc, ils ne savent réellement pas, ils ne savent faire des recherches, ils n'ont pas voulu faire des recherches parce que ça leur coûtait excessivement cher. Et bon, ils voulaient mener la belle vie et autres. Et ils ont fait la paresse, ils n'ont pas voulu remettre en question la logique des colons. Ils ont tout simplement répété à leurs étudiants ce que le colon avait dit. Donc, ils ont juste répété le découpage déjà initié par le colon. Parce que ce découpage est initié depuis la colonisation. Donc, ils ont juste répété le découpage de la colonisation. Ceci n'est pas seulement dans le cadre du découpage. Beaucoup de nos connaissances sont des connaissances coloniales qu'on n'a pas décolonisées. Donc, c'est ce que le colon avait défini, qu'on continue à faire enseigner aux élèves africains, aux étudiants africains. Très peu sont ceux qui remettent en question réellement le système établi depuis la colonisation, le système de connaissances établi depuis la colonisation. Très peu. Les études africaines d'abord, les études alternatives sont très rares. Les études conventionnelles sont la plupart des temps ne sont que la continuation du système colonial. C'est l'ordre colonial qu'on continue d'enseigner aux Africains. Et c'est pourquoi les Africains ne peuvent pas émerger avec ce système éducatif. On fera même 400 ans, on restera sur place. On fera 300 ans, on restera sur place. Tant qu'on ne retourne pas aux fondamentaux et qu'on touche le système éducatif et qu'on met sur pied au programme un système éducatif qui réellement serve les Africains. Et c'est pourquoi nous avons proposé cela. Nous basons, contrairement aux autres, nous ne nous basons pas sur la critique. Nous critiquons et nous proposons. Donc voilà en quelque sorte les raisons qui ont poussé certains Africains, les intellectuels africains, les historiens africains à adopter ce découpage honteux, il faut le dire, de la période de leur histoire en période précoloniale, coloniale et postcoloniale. En troisième partie maintenant, nous allons voir le véritable découpage de l'histoire africaine.